Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Eh bien, nous poursuivons la série de vidéos sur la présentation de l'ouvrage qui concerne le bilan de l'archéologie en Côte d'Ivoire. Ouvrage écrit par le professeur Hélène Timpoko Kinon Kabore, par Luku et par Uesekom. Voilà. Donc, c'est la deuxième vidéo que nous faisons sur cet ouvrage-là, sur la présentation du bilan des travaux archéologiques en Côte d'Ivoire. Alors, le chapitre que nous allons voir à présent est intitulé Après 1990, la recherche à l'épreuve des crises socio-économiques. Alors, donc, il est écrit ici que la recherche archéologique ivoirienne va connaître un ralentissement certain dès les années 1990. La raison principale de cette situation est l'insuffisance ou le manque de financement des missions de terrain. Voilà. L'argent pour faire la recherche archéologique, ça manque. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Le départ progressif des équipes françaises et la réduction de la manne financière associée à leur programme de recherche vont freiner la dynamique amorcée dans les années 1970 et 1980. En effet, la coopération scientifique avec la France et les partenaires privilégiés s'essouffle, les projets bilatéraux deviennent rares et l'archéologie en pâtit forcément, nécessairement. L'archéologie n'occupant pas une place importante dans les priorités du financement de l'État ivoirien et par conséquent du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les financements alloués aux chercheurs s'amenuisent. Les archéologues nationaux sont ainsi dépourvus de crédit pour les nouvelles missions ainsi que pour la poursuite des recherches déjà entamées. Donc voilà la situation. Alors que dans d'autres pays, quand il y a des travaux, par exemple, publics, et qu'on se rend compte que en faisant la route ou en faisant, je ne sais pas moi, peut-être des rails pour un train, pour des trains, on se rend compte que on tombe sur un site archéologique, immédiatement on interrompt cela pour appeler les archéologues pour qu'ils fassent des recherches, pour voir ce qu'il en est concernant ce site archéologique. Mais voyez comment nos pays agissent, nos pays africains là. C'est malheureux. C'est malheureux. Or, mais les résultats de l'archéologie, les objets découverts, les objets archéologiques découverts, mais ça rapporte des millions quand c'est mis dans des musées, etc. Ça rapporte des millions. Ça rapporte énormément d'argent. Pour ne pas dire même des milliards. Mais les gens ne comprennent pas cela et c'est vraiment malheureux. Au nombre des problèmes liés à la régression de la recherche archéologique en Côte d'Ivoire, figure également la crise universitaire des années 1990 liée aux problèmes politiques, sociaux, économiques que traverse le pays. Cette longue crise d'une dizaine d'années rend inaccessibles les terrains situés dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire pour cause d'insécurité. Voilà, malheureusement. Les difficultés sont aussi le fait des archéologues et de l'organisation de la recherche archéologique en Côte d'Ivoire. Un manque de cohésion et de concertation entre les différents chercheurs qui peinent à définir des programmes communs. Voilà encore, entre eux-mêmes, bon, il y a des problèmes. Ils ne se mettent pas ensemble pour définir des programmes communs. Il résulte une dispersion des fonds, des équipes, une absence de schéma directeur. Toutefois, en 1993, sous l'égide du ministère de la Culture, en collaboration avec les archéologues de l'Institut d'art et d'archéologie africain, l'IACHA, il y aura une exposition portant sur l'histoire de la Côte d'Ivoire sous l'éclairage de l'archéologie. Voir à ce propos la publication d'une synthèse des recherches archéologiques qui a été faite par Dr Bernardine Bio et par Dr Fofana Lemassou en 1993. Voilà. Par ailleurs, la mise en place de l'Institut des sciences anthropologiques
et de développement, l'ISAD, en 2001, par le professeur Essane Séraphin, va permettre de donner un souffle nouveau à l'archéologie en Côte d'Ivoire. En effet, cet institut, qui englobe 4 disciplines dont l'archéologie, donne l'opportunité aux enseignants d'assurer l'intégralité du cursus de formation depuis la première année jusqu'au 3e cycle. Cette autonomie contribue à former une relève et par conséquent à redynamiser la recherche, malgré la faiblesse des moyens économiques et la persistance des crises socio-économiques. C'est-à-dire que le département d'archéologie au sein de l'ISAD a permis de former des étudiants qui peuvent aller donc, par leurs propres moyens, mener des recherches d'archéologie sur le terrain, notamment ceux qui font le master et ceux qui font la thèse. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, 2 thèses de doctorat portant sur la problématique des pierres sculptées de Goïtafla et sur le néolithique dans le V-Baoulé. Hein? Bon, pour Goïtafla, ça a été fait par Kofi en 2010 et pour le V-Baoulé, ça a été fait par Boadi en 2016, ont été soutenus ainsi qu'une vingtaine de travaux de master sur divers sujets. Voilà par exemple, voilà pour les pierres, les têtes en pierre de Goïtafla. D'ailleurs, quand ça a été vu dans la région de Goïtafla, je crois que le professeur Georges Nyangourambois a fait, je crois, un petit ouvrage là-dessus. Mais bon, le gouvernement ne s'est même pas intéressé à la question. Et finalement, ces pierres-là ont été pillées et puis vendues à des gens. Voilà. Et maintenant, nous, les mêmes Noirs, là, on ira encore en Europe pour regarder ces pierres que nos ancêtres ont confectionnées. D'ailleurs, les gourous disent que ce n'est pas eux qui l'ont fait, mais que ce sont probablement les Ouans qui ont fait ces têtes-là. Ces têtes en pierre, là. Vous voyez. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, des financements de la Fondation suisse pour la recherche. Bon, le nom est tellement long. Suisse, Liechtenstein, le Liechtenstein, je vois. Pour les recherches archéologiques à l'étranger et du PASRES, programme d'appui stratégique pour la recherche scientifique, sont obtenus en 2010 et permettent à la recherche archéologique programmée de redémarrer malgré la persistance des crises. Des fouilles sont entamées sur des sites sidérurgiques dans le nord-ouest du pays, près d'Odiéné, en collaboration avec l'université de Fribourg en Suisse. Elles sont le lieu de formation d'étudiants sur le chantier école qui est mis en place. Une collaboration avec l'université de Neuchâtel en Suisse aboutit à un travail de master sur l'histoire et le fonctionnement de la recherche archéologique en Côte d'Ivoire. Notamment Jobin, un auteur qui s'appelle Jobin, qui l'a fait en 2013. Donc vous voyez maintenant ce que vous devez faire si vous vous intéressez à l'archéologie en Côte d'Ivoire. 2 autres financements du PASRES et du projet CSRS PNUD en 2013 puis en 2016 permettent à l'équipe du laboratoire archéologique et peuplement de l'Afrique de l'Université de Genève, donc APA, vous voyez. Là encore, ce sont des Européens qui s'intéressent à ça, ainsi qu'à des chercheurs du département d'archéologie de l'Université Félix-Houphouët-Boigny, de conduire des prospections et des fouilles sur les îles Ewotilé et dans des régions environnantes. Puis c'est comme 2014, et bon, il y a un autre encore un ouvrage que Hussecom veut écrire, que ça va apparaître bientôt. Mais il ne faut pas oublier que Jean Paulet quand même a soutenu une thèse d'état d'archéologie sur la région des îles Ewotilé, sur la région des îles Ewotilé, sur la zone des îles Ewotilé. C'est dans le département d'Adiaké. L'organisation du 13e colloque international de l'AOAA, Association ouest-africaine d'archéologie, du 4 au 8 février 2013 à Abidjan, après 3 ans de présidence ivoirienne, était signe supplémentaire du retour de ce pays sur le plan international. Bon, il faut des efforts, mais ce n'est pas suffisant, ça il faut qu'on le dise. Voilà. Même si on dit qu'ils sont de retour. Maintenant, ils présentent maintenant
la synthèse des recherches. C'est ça qui est important, c'est ça qui nous intéresse. La Côte d'Ivoire n'est pas restée donc en marge des grands moments historiques qui se sont déroulés en Afrique de l'Ouest et son territoire est jonché de témoignages de différentes occupations du passé. L'étude de ces vestiges a cependant été rendue difficile par des facteurs naturels et techniques. En effet, les prospections et les découvertes de vestiges ne sont pas aisées en raison du couvert végétal souvent très dense. Il faut ajouter à cela l'acidité des sols et l'humidité ambiante qui ne permettent pas la conservation de certains vestiges tels que les restes fauniques et floristiques. Raymond Moni signalait déjà ces difficultés inhérentes aux zones tropicales et humides en 1972. Les artefacts qui ont pu être découverts indiquent que le pays est occupé depuis le Paléolithique. Depuis le Paléolithique. Or, le Paléolithique, bon, ça va pratiquement, je peux dire, de 3 millions d'années avant Jésus-Christ à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc maintenant, ils vont présenter le Paléolithique, ce qui concerne le Paléolithique. Les découvertes parfois fortuites de pionniers du début du XXe siècle, suivies des années plus tard par des équipes de chercheurs mieux coordonnées, ont permis d'identifier des outils lithiques, les outils lithiques, c'est-à-dire des outils en pierre, attribuables typologiquement au Paléolithique. Ces artefacts sont issus, dans la majorité des cas, de prospection de surface menée au pied ou au sommet de collines, sur des Zinselberg granitiques, bon, c'est-à-dire sur des hauteurs granitiques, c'est-à-dire avec des pierres en granit, voilà, en bordure de rivières et dans des clairières. Ces vestiges hors stratigraphie posent des questions essentielles relatives à leur chronologie et à leur valeur scientifique. La première recherche systématique de vestiges paléolithiques avec la volonté de les positionner par rapport à une séquence géologique est due à Davis en 1967, basé à l'université de Legon au Ghana voisin. Il complétait ses travaux par des missions en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une continuité. Il y a une continuité, souvent, des objets lithiques, des objets archéologiques. Voilà, donc c'est ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur des sites archéologiques qui concernent des cercles de défense, c'est-à-dire des sites circulaires de défense qu'on trouve dans la région de la Séguier, en pays Abé, qu'on trouve en Aquapem, au Ghana actuel, en Aquapem. Et puis qu'on trouve aussi dans le pays Sahie, au Ghana aussi. Donc, le pays Sahie, c'est dans le Western Region, en Aquapem, disons, c'est bon, la région, bon, on peut dire que c'est dans le Central Region, mais ce n'est pas loin, en tout cas, du Volta Region. Ce n'est pas loin du Volta Region. Et puis, ce n'est pas très éloigné non plus de la région d'Accra. Vous voyez, c'est ça. Et les mêmes, c'est des sites identiques. C'est identique. Ceux de la Séguier, en pays Abé, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Aquapem, au Ghana actuel, et dans le pays Sahie, au Ghana actuel. Mais je vais faire cette vidéo-là. Et ça prouve la migration que j'ai appelée Akwafuga, Krobo, Adélé, Avatim. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Alors, donc, je continue la lecture de l'ouvrage. Alors, donc, Davis complétait ses travaux par des missions en Côte d'Ivoire. Ce travail dans lequel la Côte d'Ivoire est traitée subsidiairement va néanmoins servir de base documentaire pour des travaux futurs portant sur cette période. En dehors de Raymond Moni, qui publie un article sur le sujet en 1972, plusieurs chercheurs vont également s'intéresser au Paléolithique de façon parcellaire et au gré des découvertes. Maintenant, concernant le Paléolithique, maintenant, ils vont indiquer ce qui concerne la zone de savane, la zone savanicole. Les recherches qui se sont déroulées dans la zone des savanes ont concerné plusieurs des districts actuels, dont ceux du Denguélé, du Woroba, des savanes, de la vallée du Bandama et du Zanzan. Ainsi, près du village de Bobi, à 25 km au nord de Séguéla, où étaient installés des chantiers diamantifères
exploitant les alluvions des rivières Kowe et Bobi, entre 3 mètres et 6 mètres de profondeur, une équipe de chercheurs dont Bailes, des Hermès, Tao, Fouquet et Gali ont découvert, enfin cette équipe a découvert en 1983 une série de 12 galets aménagés en quartz. Ces industries confirmaient de façon indiscutable, selon eux, la présence du pré-achéléen dans les environs des rivières dans le nord. Bon, ça, le pré-achéléen, c'est un élément de la période du Paléolithique. La région d'Odiéné livre au pied d'affleurements granitiques dans des formations décritiques très altérées par l'érosion à Denguélé. Des galets aménagés attribués chronologiquement au pré-achéléen. Sur les buttes de Kéré 1 et Kéré 2, des bifaces achéléens sont récoltés. Il s'agit de 4 bifaces dont 3 sont en schiste micacé et 1 en quartz taillé par large éclat. Donc, ceux qui ont fait ces recherches-là, il y a Bail, il y a Hermès et il y a Tao Fouquet. Ça date de 1983, 1986, 1987. Maintenant, ils vont parler maintenant du paléolithique dans la zone forestière. Bon, achéléen, ça fait partie du paléolithique. Hein. Je ne connais pas trop les détails concernant cela. La zone forestière. La forêt couvre une grande partie de la moitié sud du territoire ivoirien. Cette zone, parfois difficile d'accès, a néanmoins livré de nombreux témoignages de culture paléolithique, dans le sud-ouest montagneux. Dans le sud-ouest, c'est le sud, comment je ne comprends pas. Comment sud-ouest, c'est le sud de l'ouest montagneux, voilà, là c'est précis. Le centre et l'est, mais toujours dans la région de l'ouest montagneux. Je crois que c'est ce qu'ils veulent dire. Parmi les sites identifiés au sud, seul de la BT à Anyama et de Guabo 1 à Soubré ont fait l'objet de plusieurs campagnes de fouilles. Ces sites sont en général localisés à la limite au nord du bassin sédimentaire et au contact du socle sur les plateaux ouest situés de la BT 1, 2, 4 et nord-est site de la BT 3 qui domine la rivière BT. Voilà. La rivière BT là, c'est dans la région d'Anyama, en pays Aké. Et c'est l'archéologue Guédé Yodé qui a mené ces recherches-là en 1995. En 1980, G. Paradis, un archéologue spécialiste du Quaternaire, fait des observations sur les coupes de tranchées routières et dans des carrières situées au nord d'Abidjan. Il découvre sur l'axe d'Abidjan à Zopé une industrie paléolithique dite sanguine dans un format géolithique qu'il fait correspondre à la terre de Bar observée au Togo. Vous voyez, et au Bénin. Donc, Paradis a écrit cet article en 1980. C'est-à-dire que, si on saisit bien ce qu'il dit ici, c'est que les objets lithiques du paléolithique qu'il a découvert sur l'axe Abidjan-Azopé, c'est identique à ce qu'on trouve au Togo et au Bénin. Voilà. Et ça, ce sont nos ancêtres qui ont fait ça. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire, ils ont fait ça au Togo, ils ont fait ça au Bénin. Voilà. Et c'est la même technique. C'est la même technique. Quand on vous dit que nous avons les mêmes ancêtres et puis vous faites des palabres totalement inutiles, l'archéologie vous dit que voilà, on a les mêmes ancêtres. Arrêtez vos conneries. Plusieurs campagnes de fouilles sont organisées et débouchent sur l'identification d'un riche matériel obtenu en stratigraphie et publié en 1983 par Chenorkian et Guédé Yodé. Chenorkian, c'est en 1983, Guédé Yodé, c'est en 1995. 4 horizons culturels sont identifiés, mettant en exergue une évolution technologique des industries.
Parmi celles-ci, 2 sont caractéristiques du paléolithique. Couche D et C. Dans la couche D, la plus ancienne, la culture achélienne est identifiée avec certitude selon l'auteur. Un outillage archaïque réalisé sur un quartz filonien est dominé par des pics, des racloirs grossiers, de rares choppers, des bifaces et des achereaux est exhumé. Bon, tout ça, ce sont des objets qui sont en pierre, hein, des objets qui servent à travailler, mais c'est en pierre, voilà. Des racloirs, etc. Donc, je vais vous montrer la figure tout à l'heure de tous ces objets-là. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La couche C, recouvrant la couche D, livre quant à elle des industries qui semblent se situer au paléolithique moyen avec la présence d'éléments de débitage discoïdes caractéristiques selon l'auteur d'une industrie qualifiée de moustérienne dans les sables argileux rouges homogènes. Ce sont des termes techniquement, mais je ne les comprends pas. Mais quand je vais montrer quand même l'image, vous comprendrez. Voilà. Ces artefacts sont constitués de nucléus discoïdes variés, de denticulés, d'encoches, de racloirs et d'éléments en forme de limaces. Donc voilà. Voilà. Les voici ici. Voilà. Ces objets dont il parle, là, les voici ici. Vous voyez que ce sont des objets qui servaient d'instruments. D'instruments pour couper, etc. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne l'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette université à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, je vous montrerai la suite de l'ouvrage écrit par Hélène Timpoko Kinon Kabore, par Luku et par Wissé Kom. Voilà. Donc, c'est la suite. Je m'arrête là. J'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais poursuivre ça prochainement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.